Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui sur le sujet de l'ESG. Je suis accompagné de Laura et Frédéric pour cette session un petit peu particulière. Peut-être que si vous nous suivez sur les précédents webinaires, on parle surtout de communication digitale, mais aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus structurant, on va dire, au sein des cabinets d'expertise. Alors, oui, juste petite introduction, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si vous pouvez nous confirmer également que vous nous entendez correctement et que vous nous voyez, que vous voyez bien le support, n'hésitez pas dans le chat. Voilà, donc je vous disais le sujet du webinaire du jour, comment développer la stratégie ESG, RSE, on verra les différents sujets et abréviations qui peuvent être utilisés, mais on verra que c'est quand même très, très lié au sein de vos cabinets. Donc, je vous disais, aujourd'hui, je suis accompagné de Frédéric Tillard, qui est lui-même expert comptable et fondateur du label Copilote. On verra dans quelques minutes ce qu'est le label Copilote. Je suis également accompagné de Laura, que vous connaissez si vous avez déjà suivi nos webinaires, qui travaille chez Arthurine et qui a la responsabilité des partenariats. Et puis, moi, je suis Sylvain de chez Lefebvre d'Alloz. Évidemment, on s'est déjà croisé sûrement sur les webinaires précédents. Pour vous remettre dans le contexte, pourquoi Arthurine, pourquoi le label Copilote et pourquoi Lefebvre d'Alloz, tout simplement, au sein de Lefebvre d'Alloz, on a développé en partenariat avec Arthurine un produit qui vous permet de communiquer sur les réseaux sociaux avec l'expertise côté Arthurine plutôt technique et métier de la communication digitale, et puis côté Lefebvre d'Alloz, évidemment, la partie des contenus juridiques pour mettre à disposition de vos clients. La solution s'appelle Business Social Media et elle est dédiée aux professions réglementées que sont les experts comptables et les avocats. Ensuite, on a le label Copilote et là, je vais passer la main à Frédéric qui va nous présenter ce qu'est le label. Merci beaucoup Sylvain, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Frédéric Tillard. Comme l'a dit Sylvain, je suis expert comptable dans un cabinet régional qui est situé pas très loin du Mont-Saint-Michel, en Normandie, une 50aine de personnes, et j'anime également une alliance de cabinets d'expertise comptable indépendants que j'ai créée il y a 12 ans, qui comprend une 50aine de cabinets membres de taille moyenne, environ 30 personnes. On a dans le label Copilote des cabinets de 10 à 100 collaborateurs environ, et on les accompagne surtout sur leurs projets de cabinet. Donc tout ce qui va être la dimension stratégie, la dimension marketing, communication, vente, le RH management, le recrutement, et puis aussi la transition numérique. Donc il y a au moins 3 thèmes sur ces 4-là qui sont en lien avec le thème qu'on va traiter aujourd'hui, puisque évidemment, le marketing de l'ESG, voilà, comment on fait savoir le marketing, il y a toujours une utilité, et la vente. Les RH, évidemment, et le management, puisque c'est des composantes, on le verra tout à l'heure, notamment du S, de l'ESG, et puis la stratégie, parce que certains cabinets décident de déployer des stratégies autour de ces missions ESG, comme on va pouvoir le voir. Et puis par ailleurs, pour terminer, j'ai aussi cofondé avec Cyril de Grillart un réseau qui s'appelle Au-delab. C'est un réseau plus récent qui a été créé il y a 1 an et demi. Et on a déjà 20 cabinets membres de cabinets de moins de 10 collaborateurs. Voilà, donc j'apporterai mon expérience et je vous remercie pour l'invitation pour parler un petit peu des démarches que j'ai pu faire dans mon cabinet et puis aussi au sein des réseaux sur le sujet de l'ESG. Avec plaisir. C'est de toute façon hyper intéressant d'avoir les retours d'expérience de ceux qui se sont déjà lancés, puisque en effet, si vous êtes inscrit, vous participant au webinaire aujourd'hui, peut-être que vous êtes passé par LinkedIn et on avait en lien avec le webinaire du jour proposé un petit sondage. Je vais vous afficher du coup les résultats du sondage en introduction. Si ça va bien fonctionner. Non, alors je vais vous les donner à la main. La question était, face à l'essor du marché du conseil ESG, êtes-vous prêt en tant qu'expert comptable à vous engager dans cette proposition de mission? Et il y avait quatre propositions de réponse.
La première, nous sommes déjà engagés, qui récolte 16% des voix. C'est une réflexion sérieuse en cours, 19%. L'opportunité a été détectée pour 23% et nous ne sommes pas convaincus pour le moment, 42%. Alors justement, ça va être aussi l'objectif du jour, hein, de décrypter un petit peu ces informations sur l'ESG et ce qui s'y passe. Je vais juste reprojeter le document puisque ça a sauté. Voilà. Les joies du direct. C'est ça, exactement. On a beau se préparer, parfois il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Voilà, donc je disais, en effet, la majorité du coup des répondants au sondage n'ont pas encore pris le pas de se dire que c'était une mission à développer. Et c'est là où justement, avec Frédéric et Laura, ça va être intéressant de voir ce qui a été fait et les différents degrés de maturité et peut-être les premières étapes à faire pour se lancer sur ces missions-là. Du coup, le programme du webinaire, ça va être quels sont les impacts de l'ESG pour les grandes entreprises. Et un peu plus tard, on le verra sur le programme notamment du déploiement de la CSRD, ça va impacter également les TPE-PME. Le deuxième point, ce sera pourquoi les cabinets doivent développer une stratégie ESG pour leurs clients et au sein de leur propre cabinet, parce que évidemment, on ne peut pas non plus proposer des missions si soi-même on n'a pas fait le premier pas, si je puis dire. Donc, on verra un petit peu justement comment aborder d'abord le ESG et la RSE au sein du cabinet. Et puis, en troisième point, comment justement utiliser et mettre en avant ce que vous faites au sein du cabinet et ce que vous allez proposer à vos clients à l'intérieur de votre communication digitale. Si vous avez des questions, je vous le répète, n'hésitez pas à utiliser le chat. Dans un premier temps, on va peut-être refaire un tour. Donc, quels sont les impacts? Je le disais, c'est la partie 1. Un petit rappel par rapport pas aux normes, mais aux termes utilisés. On entend parler de RSE, de ESG. Plus récemment, on entend parler de CSRD. Donc, évidemment, tout ça est un petit peu lié. La RSE, on va dire que donc RSE pour responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, les deux termes sont utilisés. Ça va être plutôt, en tout cas, c'était plutôt au départ une démarche volontaire. On le verra un petit peu plus tard, mais elle peut être maintenant contrainte d'intégrer en fait les préoccupations environnementales et sociales au sein des activités des entreprises, en impliquant évidemment et en mettant en avant le lien avec les parties prenantes. On verra aussi au niveau des parties prenantes, ça peut être assez large. Mais voilà, c'était le point de départ, de se dire, voilà, dans le fonctionnement de la société, il faut qu'on intègre ces préoccupations dans la stratégie de l'entreprise. La partie ESG, donc E pour environnemental, S pour social et G pour gouvernance. Là, c'est plutôt un sigle en effet international. La RSE, c'est plus français, on va dire. Ça va être un niveau au-dessus, c'est-à-dire que là, on va commencer à regarder un petit peu, à noter, à analyser ce qui se fait au sein des politiques ESG. Et puis, évidemment, on a toujours cette notion de prise en compte de l'environnement et de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et des parties prenantes. Mais en gros, on va intégrer une mesure plus d'outils et de notation, de comparatifs et potentiellement aussi de labels ou d'obtention de normes, etc. Et si on regarde un petit peu plus en détail maintenant la CSRD, donc cette fois, on est vraiment dans la partie réglementation.
La CSRD, ça va être l'obligation déclarative pour certaines entreprises de déclarer ce qu'ils font et ce qu'ils ont mis en place pour la durabilité. On le reverra en détail, je pense, sur d'autres webinaires. On ne va pas s'attarder forcément sur ça, mais voilà un petit peu pour mettre le cadre des sujets du jour. Concrètement, au niveau des impacts, ça c'est pareil, je vous laisserai le lien en détail, vous pouvez télécharger le support. Il y a évidemment des enjeux financiers et assurantiels pour les entreprises qui produisent également beaucoup de produits. Il peut y avoir des risques réputationnels de ne pas communiquer les informations et de ne pas montrer l'implication en termes d'environnement ou de gestion des salariés et des différentes choses par rapport à la transparence, on va dire, des informations de durabilité. Évidemment, ça peut être un levier d'attractivité, puisqu'on sait que les jeunes sont quand même beaucoup plus enclins à aller travailler dans une entreprise qui a une démarche RSE ou ESG vraiment claire et mise en avant. Et puis, il y a un impact potentiel aussi sur les marchés publics si jamais vous ne vous conformez pas à la CSRD. Voilà pour le contexte. On va regarder maintenant, en effet, pourquoi on vous propose de vous impliquer sur la stratégie ESG au sein des cabinets et évidemment de commencer par vous. Évidemment, on le disait, pour pouvoir communiquer sur ces infos-là, il faut évidemment qu'il y ait des choses qui aient été mises en place au sein de vos cabinets. Donc là, on vous a listé 10 bonnes pratiques. Je ne vais pas vous les réciter comme ça, vous regarderez un petit peu plus en détail, mais évidemment, il y a un premier niveau de se dire où on en est actuellement, une prise d'information, une évaluation de l'état actuel des choses, et puis ensuite de mettre en place une politique, une gouvernance de suivi de ces missions RSE, ou en tout cas de ces actions RSE. Bon, après, au sein de vos professions, c'est quand même plus simple au niveau de l'éthique professionnelle, etc. Mais n'hésitez pas à justement la mettre en avant, parce que ça fait partie aussi de votre ADN en tant qu'expert comptable. On verra aussi évidemment qu'en termes de parties prenantes, il faut intégrer les équipes au sein de ces actions, et les collaborateurs sont toujours de bons relais, de bonnes propositions pour ces actions. En termes de recrutement, on verra aussi évidemment tout ce qui est diversité et inclusion. Ça, c'est pareil au niveau de l'expertise comptable. Vous êtes, vous, déjà ancré au sein de vos communautés locales, puisque vous travaillez avec les TPE, PME et les artisans qui sont quand même à proximité de vos cabinets. Et puis après, évidemment, sur la partie environnementale, essayez au maximum de penser consommation responsable pour pouvoir évidemment aussi mettre en avant ce que vous faites. Et ça, on y reviendra dans la dernière partie, mais il y a une communication transparente et un objectif de suivi continu, d'évaluation et de communication aussi sur les atteintes d'objectifs ou les axes d'amélioration. Voilà pour cette première partie, on va dire, de bonnes pratiques. On va voir maintenant, Frédéric, comment vous avez mis ça en place au sein du cabinet et du label. Et je crois que ça commence par la partie un petit peu plus sociale. Je vous laisse la main. Oui, merci beaucoup Sylvain. Alors, en ce qui concerne mon expérience dans mon cabinet, donc copilote expert comptable, on a un petit peu, finalement, de manière assez intuitive, suivi les bonnes pratiques que vous venez de présenter. D'abord, en commençant par nous, c'était la démarche de se dire, avant d'éventuellement toucher nos clients, il faut d'abord s'imprégner de la démarche RSE, ESG, de tout ça. Donc, il y aura forcément une étape de formation à un moment donné qui va intervenir. Mais avant de faire ça, notre démarche, ça a été de dire, vous l'avez dit tout à l'heure avec de bonnes pratiques, c'est évaluer l'impact et aussi impliquer les équipes. Alors, on a essayé de combiner ces deux objectifs, ces deux bonnes pratiques à travers un état des lieux
qu'on a décidé de mener avec Choose My Company, qui est un de nos partenaires habituellement sur le label Happy at Work. Oui. C'est simplement une enquête anonyme auprès des équipes qui nous a permis, en l'occurrence, d'avoir une évaluation globale sur les 3 leviers, ESG, donc environnement, social, gouvernance, en ayant l'évaluation de l'une des parties prenantes, qui est chère à notre cœur, forcément, c'est nos collaborateurs avant tout. Oui. Et on sait à quel point c'est important aujourd'hui de les écouter pour aussi en attirer de nouveaux et aussi les fidéliser, parce que c'est un point clé dans les cabinets en ce moment. Oui. Donc, on a choisi de leur donner la parole, et de manière anonyme, et on a donc participé à ce label qui s'appelle We Impact Index, qui nous a permis d'avoir un état des lieux sur chacun des leviers. On s'est rendu compte que le S et le G étaient plutôt forts, donc social et gouvernance, et qu'on était plus faible sur la dimension environnementale, ce qui ne nous a pas permis d'obtenir le label. Donc il ne faut pas se dire on concourt pour un label, on était juste un chouïa en dessous. Je le dis parce qu'il ne faut pas avoir peur de concourir dans des labels en disant c'est la première année. Bon, bah voilà, on fait un état des lieux. Un label, c'est fait pour progresser. Bien sûr, c'est bien quand on peut l'obtenir, mais pour cette première année, nous ne l'avons pas eu. Donc, en l'occurrence, c'est important de se dire, on peut utiliser ça comme un état des lieux. On n'est pas un cabinet qui a une maturité ESG qui est très forte. On s'est dit où est-ce qu'on en est et pourquoi pas faire ce diagnostic externe. Et puis ensuite, ça a permis, en tout cas, d'aborder un échange avec nos équipes pour créer ensuite un groupe de travail interne à RSE en se disant, voilà, on est évalué comme ça, on est bien sur 2 items et on est plutôt faible sur le 3e. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en interne et qui serait volontaire pour travailler sur ce sujet? Donc, on a créé un groupe de travail interne et on a ensuite nommé un référent. Enfin, le groupe de travail a lui-même nommé un référent cabinet. Et en quelque sorte, on est passé de la logique de mener quelques actions qui ont du sens au regard de l'ESG à finalement essayer progressivement de construire grâce à la équipe, une stratégie RSE. Voilà en fait le petit partage que je peux faire sur ce sujet dans mon cabinet. Ouais, non, mais c'est très intéressant en effet de se dire que le point de départ, c'est en effet cet état des lieux, parce qu'évidemment, il y a aussi une perception qui peut être différente d'un point de vue des collaborateurs ou d'un point de vue des équipes de direction, et de se dire, là, au moins, on implique tout le monde dès le départ. J'imagine que vous avez eu des taux de participation assez importants. Oui, très élevés. Oui. Ouais. Comme dans chacune de nos démarches d'interrogation de l'équipe, l'équipe est habituée aussi à notre ouverture et au fait qu'on leur donne la parole dans le cadre de management plus participatif qu'on met en place chez nous. Et donc, on a toujours des taux de retour qui sont élevés, a fortiori quand c'est de l'anonyme. Et la force de l'anonyme, c'est aussi de permettre d'émettre des avis qui sont qu'on pourrait peut-être pas détecter sur un mode d'entretien individuel où on a plus un ressenti peut-être éventuellement de jugement, alors que là, il n'y a pas de jugement puisque les collaborateurs savent qu'on est vraiment en anonyme. Parfait, merci pour le partage, c'est très intéressant. Et puis c'est vrai que du coup de les impliquer dès le départ, plutôt que de se dire voilà, on a pensé à faire ci, à faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Au moins on sent que les collaborateurs aussi s'approprient le sujet, et comme je le disais tout à l'heure, ils sont souvent source de très bonnes idées sur lesquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et après, en effet, aussi, la notion de référence, c'est important pour le suivi, de se dire, voilà, il y a vraiment une gouvernance de cette politique RSE ou de ces missions. Merci Frédéric, on va enchaîner. Sylvain, juste un petit tip, parce que je peux peut-être partager à cette occasion-là. Parfois, ce qu'on a recours comme technique aussi, c'est de l'élection sans candidat. C'est-à-dire, par exemple, on peut demander aux équipes quels sont les collaborateurs qui, selon vous, seraient représentatifs pour représenter l'ESG au sein du cabinet? Et on fait une élection sans candidat. Ça peut être des petits tips à partager avec mes consoeurs et mes confrères qui m'écoutent pour essayer de se dire, ça peut être sympa parce que parfois, des personnes qui n'oseraient pas lever la main en disant « je suis volontaire », quand ils sont légitimés par les autres, par le groupe, d'un coup, ils acceptent une mission. C'est vrai que c'est une façon intéressante, et du coup, c'est vrai que
même au niveau de l'engagement derrière, bah forcément, si la personne référente est désignée par le groupe, elle a toute légitimité à piloter le sujet. Ouais, très intéressant. Alors, on va enchaîner sur la partie suivante. En effet, quand on a fait ça au sein du cabinet, qu'on a commencé à mettre en pratique les missions qu'on a suivies, l'objectif, c'est de lancer un petit peu pour les clients. Alors, on a listé ici, pour nous, hein, évidemment, après, chaque cabinet est totalement autonome sur ces sujets-là et verra en fonction aussi de leurs propres clients quelle maturité et comment ils sont impactés par ces sujets ESG. Mais en gros, évidemment, en tant qu'expert comptable, vous avez toute légitimité à accompagner les clients sur ces sujets-là, puisque vous avez finalement l'ESG, c'est de la mesure de performance, hein, de l'analyse de risque, etc. Et là, on a évidemment la notion du financier et de l'extra-financier. Et puis, vous avez une relation de confiance et de proximité avec vos équipes. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur la légitimité. Et après, dans le cadrage, maintenant qu'il va y avoir cette réglementation et cette obligation de déclaration, puis d'audit, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais évidemment, le rapport de durabilité avec la transposition française de la CSRD va impliquer un audit de ce rapport et puis évidemment de l'analyse de la construction de ce rapport. Donc évidemment, il va falloir prouver par rapport à la RSE où c'était plus du déclaratif, la CSRD va quand même devoir contrôler et vérifier la pertinence des informations, notamment sur la double matérialité. Mais bon, ça, on le verra, je pense, lors d'un autre webinaire. Pardon. Évidemment, le FEF Dalloz, on est là aussi, nous, pour vous accompagner hein, sur ces missions-là, puisque je pense que si vous avez suivi un peu, il y a énormément de législation à décrypter et c'est un petit peu notre spécialité au sein de l'EFEF Dalloz. On vous a classé ensuite ici les missions à proposer en fonction de la maturité du cabinet sur les missions ESG. Donc ça peut aller de la sensibilisation, hein, c'est le premier niveau, on va dire, de l'information et de la formation des dirigeants ou des collaborateurs à ce qu'est la RSE, puis l'ESG, et pour les clients potentiellement impactés par la CSRD directement ou indirectement, de rentrer un petit peu plus en détail sur la partie normes. La mission suivante, ça peut être évidemment la réalisation d'audits, hein, puisque les experts comptables peuvent être organismes tiers indépendants pour auditer les rapports de durabilité. On sait qu'au sein des cabinets d'expertise, il y a quand même beaucoup aussi de commissaires aux comptes. Donc, les commissaires aux comptes sont évidemment, eux, habilités dès à présent, après formation, hein, de devenir auditeur durabilité. Ensuite, on va avoir tout ce qui est gestion des risques. Donc là, il faut en effet un niveau de maturité un petit peu plus important sur les sujets de RSE et CSRD pour accompagner vos clients sur tout ce qui va être cartographie des risques, parties prenantes et reporting vraiment de durabilité ici. En impliquant, on va dire, évidemment les équipes dirigeantes et les parties prenantes, mais en gros d'intégrer vraiment le ESG à la performance de l'entreprise. Après, vous pouvez aussi faire de la certification hein, pour proposer des formations certifiantes sur la RSE. Et puis, après, là, quand le niveau de maturité est vraiment au maximum, vraiment définir les politiques RSE, ESG dans la stratégie commerciale et intégrer tous ces principes-là vraiment dans la performance de l'entreprise. Voilà, donc ça, on y reviendra potentiellement sur un autre webinaire vraiment
focalisé sur la CSRD. Donc, suivez sur Webikeo ou sur les sites de Lefebvre Dalloz les prochains webinaires. Pour résumer très rapidement, le premier niveau d'information, c'est justement de vous informer sur le sujet et de vous former. Il y a évidemment aussi beaucoup de groupes qui se montent sur les différents réseaux, notamment LinkedIn, sur les sujets. L'ordre, évidemment, vous accompagne aussi sur ces sujets de CSRD et de SG. Potentiellement des regroupements de cabinets. Le label Copilote aussi peut vous accompagner évidemment sur ces sujets-là. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il faut évidemment embarquer vos collaborateurs sur ces sujets, parce que vous allez peut-être détecter aussi des collaborateurs qui ont une fibre un petit peu plus développée sur ces sujets-là, et à ce moment-là, évidemment, il faut les former. Et puis, ça va vous permettre aussi peut-être d'aller chercher des profils un petit peu différents pour pouvoir répondre à ces missions et pour accompagner vos clients sur ces sujets. Voilà pour les prérequis. Je vous disais aussi, évidemment, Lefebvre Dalloz vous accompagne sur la partie s'informer. On a décrypté tout ce qui est ESRS. Si vous regardez, vous avez quand même 1200 critères potentiels à renseigner sur le rapport de vulnérabilité. C'est quand même assez lourd. Donc voilà, on vous proposera des informations un petit peu plus pratiques, des informations sous forme d'infographies, des checklists, etc. On a aussi la partie formation au sein de Lefebvre Dalloz compétences, où vous avez plus de 25 formations sur les thématiques ESG. Et puis, on vous proposera également des logiciels, mais ça, on y reviendra, je pense, pareil, à un autre moment pour rentrer un petit peu plus en détail dans la CSRD. On va repasser avec vous, Frédéric, sur le retour d'expérience. J'imagine qu'une fois que vous avez intégré ces notions de ESG au sein du cabinet, vous avez voulu aussi en faire profiter vos clients. Alors, oui, absolument, Sylvain. C'est même l'inverse, en fait, qui s'est produit. C'est le label Copilote qui nous a amené à s'intéresser à l'ESG. C'est d'ailleurs un peu une de nos caractéristiques de travailler un peu sur l'innovation, l'anticipation, comme on a pu le faire il y a quelques années sur le marketing et la communication chez les experts comptables, ou qu'on a pu le faire aussi un petit peu en avance sur les sujets de recrutement et de marque employeur, bien avant que les problèmes graves qu'on a aujourd'hui surviennent dans les cabinets. On est un petit peu toujours dans cette anticipation, et on va travailler au sein du label Copilote plutôt en 3 étapes. Parce qu'on pense que c'est dommage de rester seul sur des sujets d'anticipation, donc on les partage. Et on va travailler en 3 étapes. On va dire que la première étape, ça va être plutôt d'éclairer. C'est-à-dire que le rôle du label Copilote, ça va être de mettre en avant les thématiques d'avenir dont il faut se préoccuper aujourd'hui pour être dans l'anticipation. Là, je pense qu'on est pleinement dans le cas présent, dans le cas de la RSE. C'est quelque chose auquel il faut s'intéresser dès maintenant. Donc, à travers éclairer, on va former, sensibiliser les experts, puis les collaborateurs, en les impliquant dans des journées qu'on appelle nos journées du club expert, qui est un concept qui réunit d'abord des experts comptables entre eux, avec un sachant sur la matière qui va venir présenter le sujet sous un angle généralement de jeu, d'échange, qui va permettre à chaque expert de comprendre les tenants et les aboutissants et les potentiels d'un domaine, et d'échanger assez rapidement. On passe donc rapidement de cette notion de éclairer, inspirer, à cette notion de partage et d'échange, qui va être un peu au cœur de notre action, et on décide de mettre en œuvre avec d'autres cabinets des partages de bonnes pratiques. Par exemple, on se dit, on va identifier au sein du réseau quels sont les cabinets les plus avancés sur le domaine, et on va s'appuyer sur leurs bonnes pratiques pour les partager. Donc, sur l'ESG, par exemple, je vous invite à regarder notamment les cabinets AGD et Valoxy, qui ont largement partagé dans nos partages de bonnes pratiques, que je vous invite à suivre sur les réseaux, parce qu'ils partagent assez fréquemment sur ces thématiques.
AGD, ça a été par exemple dans notre journée bonne pratique en 2023, un partage sur l'entreprise à mission, parce qu'ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Ils ont également partagé de nouveau en 2024, cette fois-ci sur la RSE, sur leur démarche RSE interne. Et puis Valoxy nous a partagé en 2023 également sa démarche sur l'actionnariat salarié. Donc là, encore une fois, 3 thèmes qui sont en rapport direct avec notre sujet. Oui. Pour certains, sur le côté interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place en interne dans le cabinet, et pour d'autres aussi sur le côté externe, puisque AGD accompagne maintenant, après avoir décidé de s'inscrire dans le sujet de la société à mission, il accompagne ses clients dans cette démarche, et ça fait de lui un levier d'attractivité pour être identifié comme un sachant et un professionnel. Donc si une entreprise s'intéresse à cette faculté, ça va les attirer naturellement grâce à la communication qu'ils émettent, mais là je vais en parler dans quelques minutes. Donc finalement, éclairer, première étape. Deuxième étape, partager, échanger. Troisième étape, c'est mettre en place. Et là, on va avoir des rassemblements collaborateurs et des clubs ambassadeurs qui vont permettre au cabinet. Donc, moi, ce que je recommanderais à mes consoeurs et confrères, c'est quelle que soit la forme de la collaboration, c'est d'essayer d'engager de la collaboration avec d'autres cabinets qui sont peut-être plus avancés qu'eux sur ces sujets. Voilà. Que ce soit, quelle que soit la forme, que ce soit au sein d'un réseau ou d'un groupement, d'un syndicat professionnel, de l'ordre des experts comptables, il faut, je pense, ne pas rester isolé et aller à l'encontre de ceux qui sont plus éclairés que nous sur les domaines émergents. Oui, ça permet d'inspirer aussi les différents cabinets par rapport à ce qui a été fait. Très, très intéressant, en effet. Et du coup, vous vouliez nous parler, je crois, du branding un petit peu. Oui, alors oui, effectivement, parce que Sylvain, j'ai parlé un peu du savoir-faire là. On est parti de l'éclairage, c'est-à-dire on découvre qu'une thématique est peut-être une thématique d'avenir, et on va développer progressivement un savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est 50% de la réussite. On sait bien que les autres 50%, ça va être le faire savoir. Et le faire savoir, je voulais vous partager la démarche du cabinet AGD que vous avez sous les yeux, c'est d'impliquer son équipe et de favoriser le personal branding des membres de l'équipe. C'est-à-dire, c'est quoi le personal branding? C'est que chaque membre de l'équipe puisse être le relais, devenir un ambassadeur du cabinet sur les sujets du cabinet. Donc là, en l'occurrence, la RSE, vous l'avez compris, AGD et société à mission, ils vont s'appuyer sur les membres de l'équipe pour communiquer en leur nom sur la démarche qui est entreprise au sein de l'entreprise. Alors, ça a plusieurs avantages. D'abord, évidemment, de démultiplier la communication, puisqu'il n'y a pas que l'entité qui va communiquer, il y a aussi tous les collaborateurs ambassadeurs. Et il y a également un autre avantage qui est là plus lié à la technique, et là Laura pourra nous en dire plus peut-être tout à l'heure, c'est cette technique sur LinkedIn, c'est de se dire une page entreprise est un petit peu moins visible qu'une page personnelle. Donc de combiner la visibilité d'une page personnelle qui est toujours poussée sur LinkedIn avec la visibilité d'une page entreprise, ça va être un combo gagnant en termes de faire savoir. Donc le savoir-faire en amont et le faire savoir en complément. Et c'est la combinaison des deux qui va permettre, je pense, de devenir d'apparaître comme un sachant sur le domaine et de faire naître des opportunités de mission à vendre ensuite à nos clients. Ok, très bien, très clair. Et ben justement, ça va nous permettre de rebondir et de passer la parole à Laura, qui, elle, va nous parler un petit peu plus de justement communication au sein des cabinets et comment valoriser justement cette image de marque dans des objectifs soit de recrutement, soit de proposition de mission sur l'ESG. Je te laisse la main, Laura. Merci. Déjà, merci à tous les deux parce que c'était super intéressant. Merci pour tous ces exemples très concrets, Frédéric. Je vais essayer de ne pas faire de redite, qui n'est pas de doublon, mais de vous apporter, moi, mon regard, on va dire, de communicante. Je vais avoir cette casquette lors de ce webinaire. Déjà, une slide un petit peu théorique, mais qui est bonne à rappeler pour ceux parmi vous qui n'ont pas fait le point sur la communication de leur cabinet depuis un moment.
On entend beaucoup parler de marque employeur, donc ça veut un peu tout et rien dire. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, pour ceux qui parmi vous sont en cours de recrutement, et nous aujourd'hui avec la solution Business Social Media, clairement c'est la première raison pour laquelle les cabinets d'expertise comptable viennent faire appel à nos services. C'est pour qu'on les aide à être sexy, vous me passez l'expression, pour attirer, pour mettre en avant tous leurs éléments différenciants, mettre tous leurs atouts en avant pour attirer leurs futurs recrues. Donc, quand on parle de marque employeur, il y a 3 éléments qu'il faut que vous ayez en tête. C'est l'identité de votre cabinet. Donc, comment est-ce que vous souhaitez, quels sont les éléments que vous souhaitez mettre en avant pour vous différencier? Ça prévoit aussi l'image interne. Donc, c'est comment vos collaborateurs les perçoivent. Et c'est pour ça que je suis tout à fait alignée avec Sylvain et Frédéric quand ils vous disent, travailler, en fait, vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Eux-mêmes peuvent vous recommander des connaissances si vous êtes en cours de recrutement. Puis c'est eux qui vont aller porter l'image du cabinet en externe. Donc, bien travailler sa com interne, ça a aussi cet atout de pouvoir travailler plus globalement votre marque employeur. Et puis, votre réputation en externe. Donc, ça, c'est à destination de vos clients, de vos partenaires et de toutes les parties prenantes du cabinet. Une fois qu'on s'est dit ça, et donc c'est un peu, on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes, je veux bien que tu passes, s'il te plaît, Sylvain. Une fois qu'on s'est dit ça, travailler sa marque employeur, c'est déjà se poser les bonnes questions. Quelle est l'image de mon cabinet? Qu'est-ce qui fait que mes clients me choisissent moi plutôt qu'un cabinet d'un confrère, mais néanmoins concurrent? Et puis, dans quelle mesure ces éléments, ils ressortent? Est-ce qu'ils sont perceptibles par mes collaborateurs et puis aussi par l'extérieur? C'est la première chose. Si vous-même, et c'est le thème d'aujourd'hui, vous êtes engagé dans une démarche RSE au sein de votre cabinet, sachez que c'est un vrai élément de différenciation dans le cadre du recrutement. Et je rejoins tout à fait ce sujet, Frédéric. Donc là, on vous a mis quelques stades, vous retrouverez toutes les sources et puis de toute façon, le support vous sera envoyé, sera disponible à l'issue. Il y a 81% des salariés qui sont prêts à travailler alors plus dur, à être plus impliqués s'ils s'identifient, s'ils ont des valeurs communes avec leur entreprise. Et donc, ça correspond à la politique responsabilité sociétale. Ça répond à engager. Et pour ça, il y a une bonne pratique pour ceux qui n'ont pas mis en place, c'est de choisir des valeurs. Alors, il faut bien le faire. Ça ne sert à rien de choisir 10 valeurs, mais de se dire, tiens, nous, au sein du cabinet, on travaille avec des valeurs de transparence, par exemple, d'esprit d'équipe, d'équité. Donc, le fait d'avoir des valeurs et de communiquer dessus, ça a intégré dans la communication sur votre marque employeur et vos collaborateurs, vous leur envoyez des signaux aussi sur le mode de fonctionnement et sur vos attentes. Je te coupe, Laura, juste 2 secondes, pardon. Mais ça peut être hyper intéressant, en effet, aussi, dans une enquête ou dans un atelier interne de collaborateurs du cabinet, de dire, à votre avis, quelles sont les valeurs que le cabinet porte et qu'on pourrait mettre en avant dans une communication. Ça, c'est hyper intéressant, en effet. Exactement. Et donc, si vous êtes particulièrement engagé sur les causes RSE, pourquoi pas l'intégrer aussi dans vos valeurs? Attention, on va parler de greenwashing dans quelques instants. Ne communiquez dessus que si vous avez mis en place des actions concrètes et mesurables au sein de votre cabinet. Parce que ça peut créer aussi, on va le voir dans quelques instants, la communication vraiment très contre-productive. Ensuite, 62%, donc ça c'est une étude qui vient de Glassdoor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une étude qui permet aux collaborateurs d'un cabinet, d'une entreprise, de laisser une note sur la qualité de vie au travail et sur leur entreprise. Donc donc pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, moi je vous invite à inviter vos collaborateurs à contribuer parce que ça peut clairement jouer aussi sur votre pouvoir de recrutement. Et on voit aussi des cabinets, nous on travaille beaucoup sur la présence du cabinet sur Google, des cabinets qui demandent à leurs collaborateurs d'aller laisser des avis sur la fiche Google du cabinet. Au même titre vos clients peuvent laisser des avis, les collaborateurs peuvent laisser des avis. Dites-vous que ces avis vont être consultés par vos futurs recrues qui, avant de venir vous rencontrer ou de postuler chez vous, vont aller stalker, ce qu'on appelle dans le jargon
Jones ou de la com, je ne sais pas comment on dit, enfin, ils vont aller googliser le nom de votre cabinet, vous googlisez-vous, ils vont tomber sur la fameuse fiche Google du cabinet, ils vont aller consulter les avis pour voir quel est l'avis des clients sur le cabinet. Donc, c'est une très bonne pratique, une astuce que je vous donne, que d'inviter vos collaborateurs, évidemment les plus engagés, et puis sur la base du volontariat, à laisser un avis. Quel est leur ressenti, eux, en tant que collaborateurs? C'est quoi pour eux travailler au sein de votre cabinet? Et donc, ça, ce sera perçu aussi de façon très positive par vos futurs recrues. Et ça contribue à faire rayonner votre marque employeur. Je consulte l'heure, c'est bon, je suis dans les temps. 79%, donc ça vient de Digital Recruiter, mais je peux même vous donner, on avait travaillé, nous, avec l'école IC2E à Nantes, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. On avait interrogé une classe d'étudiants dernière année, et clairement, dans les sondages, on était même monté jusqu'à 92%, à mission équivalente, salaire équivalent. Clairement, ce qui pesait dans la balance pour eux, c'était l'ambiance au travail. Et donc, pour eux, en fait, la seule façon, avant même de rentrer dans le cabinet, d'avoir des signaux d'une bonne ambiance au travail, c'était encore une fois d'aller sur Google, taper le nom du cabinet, d'aller consulter les réseaux sociaux et puis de voir si d'un regard extérieur, il y avait l'air d'y faire bon vivre. Voilà. Et puis 51% pensent que le collaboratif, c'est avant tout un état d'esprit et des valeurs. Et moi, je rejoins parfaitement Frédéric, vous nous parliez de management collaboratif. Ça, c'est tout à fait. Alors, encore une fois, faut-il l'avoir mis en place avant de communiquer dessus, hein, c'est important. On n'est pas dans de la fausse communication. C'est vrai que c'est vraiment devenu une des valeurs fondamentales, notamment des plus jeunes générations. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à partager vos expériences. Non, c'est très clair. Oui. Je pense qu'on fera un point sur les questions à la fin. Ok, avec plaisir. Très bien. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, si on reparle de la communication, le thème d'aujourd'hui, c'est comment communiquer comment votre cabinet peut-il communiquer sur les actions RSE qu'il a mis en place. Déjà, moi, ce que je vous invite à faire en début d'intervention, Sylvain a listé 10 actions concrètes qu'on peut mettre en place au sein du cabinet. Donc, peut-être reprenez le support et demandez-vous qu'est-ce qu'on a fait, nous, aujourd'hui. Ça permet, alors on n'ira pas aussi loin que l'état des lieux que Frédéric a fait avant de mettre en place, de structurer sa stratégie. Mais déjà, ça peut être une façon personnelle et de s'auto-évaluer et puis identifier les actions que vous avez mises en place, celles que vous aimeriez mettre en place. Et ça vous permettra déjà de voir sur quel sujet vous souhaitez communiquer. Ça a un impact, on l'a dit, redit, donc je vais passer très rapidement, sur le fonctionnement de votre cabinet, votre relation avec vos collaborateurs. Parfois, il y a des choses qui sont mises en place aussi et sur lesquelles personne ne communique. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et puis ensuite, sur quoi je vais communiquer? Je veux bien que tu passes, s'il te plaît, Sylvain. Pardon. Pas de souci. Merci beaucoup. Et puis ensuite, communiquer, c'est très bien. Mais il faut que vous ayez aussi un objectif très précis en tête. Quel est votre objectif? Est-ce que vous êtes faire de la communication dans le but de recruter, de fidéliser vos clients, de leur vendre les nouvelles missions que vous avez structurées au sein de votre cabinet, de fidéliser un réseau de confrères, de partenaires? Donc, posez-vous la question pour que derrière, vous puissiez affiner aussi votre stratégie. Donc, c'est à qui je m'adresse. En fonction, vous allez pouvoir voir comment vous souhaitez vous adresser, adapter le ton, vulgariser l'information. C'est-à-dire que si vous adressez plutôt, si votre objectif, c'est d'animer un réseau de confrères parce que vous êtes dans des organisations syndicales, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à une population d'experts comptables que si votre objectif, c'est de fidéliser vos clients ou d'attirer de nouveaux collaborateurs. Donc, c'est important, ça vous permettra vraiment de fixer les curseurs et de fixer le niveau de vulgarisation de l'information adéquat. Et puis, enfin, on parlait tout à l'heure, donc vous avez identifié, si on reprend la thématique, les actions RSE que vous avez mises en place au sein de votre cabinet. À partir du moment où vous savez pourquoi vous souhaitez communiquer sur ces sujets et qui est votre cible, dernière mise en garde avant de vous partager quelques bonnes pratiques concrètes sur les réseaux sociaux notamment, ne communiquez que sur ce
les actions concrètes que vous avez mises en place sur lesquelles vous pouvez apporter des objectifs quantifiables. Donc, on s'adresse à des experts comptables. Donc, normalement, on n'a pas peur des chiffres dans cette assemblée, mais c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup trop de débordements. C'était un phénomène de mode qu'il y a un peu moins, mais on retrouve encore des boîtes ou des cabinets. Enfin, chez les experts comptables, j'ai rarement vu ça, mais on a tous des exemples en tête d'entreprises qui se targuent d'avoir mis en place des superbes actions. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, au final, c'est un joli bout de papier bien marketé. Donc, il vaut mieux communiquer sur moins d'actions, mais des choses très concrètes que vous avez mises en place. Moi, je vous donne un exemple chez Arthurine, l'entreprise dans laquelle je travaille. Nous, on a un collaborateur qui s'est porté volontaire pour qu'on arrête d'utiliser des gobelets en carton. Mais vraiment, en fait, on est 120 collaborateurs, on en utilisait beaucoup. Et il est allé voir les personnes qui ramassent les ordures et ils ont fait une estimation du nombre de sacs poubelles par semaine de gobelets en carton utilisés par Arthurine. Ils ont mis en place des actions, ils ont offert des tasses à tout le monde. À Arthurine, on était tous super contents. Ils ont arrêté d'acheter des gobelets en carton. Et puis, un mois plus tard, on a pu quantifier le nombre d'économies que ça avait fait sur les ordures générées par l'entreprise. Bon, ça, c'était très quantifiable et c'était une action. Alors, on n'a pas communiqué sur les réseaux sociaux sur nos poubelles, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous puissiez le mesurer pour pas être taxé d'opportuniste. Je veux bien qu'on passe. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez interagir, Frédéric et Sylvain, si vous-même... Non, mais c'est très clair, Laura, du coup... Bon, je continue. Alors, parfait. Des questions particulières. Là, en préparant l'intervention, ce qu'on a identifié, c'est support de communication que nous vous conseillons aujourd'hui d'utiliser. Si aujourd'hui la communication digitale, c'est pas quelque chose que vous avez encore structuré dans votre cabinet. Le réseau social LinkedIn qui est vraiment le premier réseau social professionnel. C'est celui vraiment que nous on vous conseille pour rester en contact régulier avec vos clients. Il y a 90% de la population active qui est présente aujourd'hui sur LinkedIn de façon plus ou moins active. Mais a priori, tous vos clients ont un profil. Donc, s'il faut choisir un réseau social, nous, en tout cas, c'est notre préconisation. Même chose dans le cadre du recrutement. LinkedIn, c'est un recrutement toutes les 7 minutes. Donc, ce n'est pas que en France, c'est dans le monde. Et il faut dire que vous connaissez la puissance de LinkedIn aujourd'hui au niveau mondial. Pour autant, c'est devenu un véritable outil de recrutement. Donc, vos collaborateurs sont présents sur LinkedIn et vos futurs recrues également. Donc, c'est un outil et qui peut vous permettre de mettre en avant justement tous les éléments différenciants dont on a parlé et puis notamment toutes les actions RSE que vous avez pu mettre en place. Et puis, deuxième chose, on a parlé rapidement tout à l'heure de la fiche Google du cabinet. Donc, la fiche Google Business Profile, vous savez, c'est quand vous tapez le nom de votre cabinet, vous allez voir apparaître on va partager l'écran tout à l'heure, on va aller faire un exemple. On va même y aller tout de suite si ça vous va, comme ça, hop. Je vous laisse me confirmer que vous voyez bien mon écran. Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que c'est bon? Ça devrait arriver. C'est bon. Ok. Donc là, en fait, on va faire l'exercice que je vous invite à faire. Tout à l'heure, Frédéric, vous nous parliez du cabinet qui est membre du label Copilote, qui s'appelle AGD. Expertise. Je me mets dans la peau d'un futur collaborateur. J'ai entendu parler de ce cabinet. Avant de prendre contact avec le cabinet, je vais quand même aller regarder quelles sont les informations que je trouve sur lui pour voir si il me plaît, ça correspond a priori à ce que je recherche avant même d'avoir rencontré les équipes. Et puis m'assurer... et ne serait-ce que pour trouver les coordonnées. Donc, je vais aller faire de la réassurance, ce qu'on appelle la réassurance. Dites-vous qu'un de vos clients, si on lui a parlé de vos services, vos futurs clients, ils vont faire exactement le même exercice que vos futurs collaborateurs. Là, ce qu'on va trouver, on va trouver le site internet du cabinet. Tout de suite, ici, on va retrouver, vous voyez, la puissance de LinkedIn, c'est le référencement
des fiches, des pages cabinet et des profils. Enfin, vous avez un référencement qui est très puissant sur LinkedIn, plus fort que sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, si on regarde la e-réputation du cabinet ACT, ce qu'on peut voir, c'est que sa présence sur LinkedIn fait partie intégrante. Et avant d'aller sur la page du cabinet, je voudrais montrer les fiches Google Business Profile. C'est les fiches qu'on retrouve ici, vous savez, où on va retrouver les itinéraires, les fameux avis. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il y a eu peut-être une la fiche, elle ne semble pas s'appeler cabinet acte d'expertise. Enfin bref, il faudrait rechercher. On va vous faire un cours sur Google, mais en tout cas, assurez-vous que quand on vous cherche, on vous trouve, qu'on ait envie de vous choisir, que tout soit pertinent, le reflet de l'expertise que vous voulez renvoyer, tout soit très professionnel, et puis qu'on ait envie évidemment de vous choisir et de vous recommander. Donc LinkedIn, si on y va, et donc Frédéric vous en a parlé tout à l'heure, et donc je vais compléter ce qui a déjà été dit. Là, on arrive directement sur la fiche du cabinet ACT. Et ce qu'on va aller regarder, c'est un exemple très concret de ce cabinet qui a mis des choses en place et à destination de son cabinet, de ses collaborateurs, mais aussi à destination de ses clients sur les sujets RSE. Et donc là, tout naturellement, déjà en termes de complétion, moi je rejoins tout à fait Frédéric, la page cabinet, la page personne morale sur LinkedIn, c'est indispensable, c'est vraiment votre vitrine digitale sur LinkedIn. Il faut simplement s'assurer que tout soit bien à jour, d'avoir mis aussi des visuels qui renvoient les valeurs de votre cabinet. Là, ce qu'on peut percevoir, et c'est une très bonne pratique, c'est de mettre en avant les équipes, l'esprit d'équipe au sein du cabinet, les différents labels du cabinet. Et puis ensuite, ici, vous avez un volet qui est très important, qui vous permet de prendre, c'est une première prise de contact, c'est sans le savoir, c'est le premier contact que vous avez certainement avec de futurs clients, de futurs collaborateurs qui vont aller lire la présentation du cabinet. Donc là, assurez-vous de bien mettre en avant vos valeurs, ce qui vous différencie. Et puis, si parmi les éléments que vous souhaitez mettre en avant, il y a la politique RSE que vous avez mis en place au sein de votre cabinet, n'hésitez pas surtout à communiquer dessus. Et là, ce qu'on voit, c'est exactement ce que le cabinet... donc, je vous inviterai à aller évidemment consulter la page. Donc, c'est exactement ce que le cabinet a fait. Et puis ensuite, donc il y a deux choses. Reconstituer le réseau professionnel du cabinet sur LinkedIn. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, dites-vous que, à destination des clients, nous, ce qu'on observe, c'est de plus en plus de cabinets qui systématisent. Rejoignez le cabinet sur LinkedIn pour vous tenir informé de toutes nos actualités et des actualités réglementaires, juridiques, sociales et fiscales susceptibles de vous impacter. Et donc, vos clients, plus vous allez communiquer sur la présence du cabinet sur LinkedIn, plus vous allez les embarquer et faire en sorte qu'ils vous rejoignent pour se tenir informés de vos actualités. Deuxième cible, vos collaborateurs, et ça je suis tout à fait alignée aussi, qui sont les ambassadeurs de votre cabinet. Donc, c'est eux qui vont porter haut et fort les couleurs de votre cabinet et qui vont être en mesure aussi de relayer sur leur profil, cette fois en tant que personne physique, en tant que personne physique professionnelle, les communications du cabinet auprès de leur propre réseau. Et donc, ça c'est un travail donc il y a des cabinets, et j'en ai un en tête qui organise des ateliers sur la communication digitale régulièrement pour faire aussi, pour embarquer tous ces collaborateurs dans la démarche. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous positionner. Mais c'est sûr que ce sont vos collaborateurs. Donc, première étape, on suit la page du cabinet et puis ensuite les embarquer pour qu'ils relaient aussi à leur niveau et puis qu'ils contribuent aussi à alimenter la page du cabinet avec vos actualités. En termes de poste, donc je passe un peu rapidement parce qu'il est 9 et je voudrais vraiment... Oui, Laura, je pense qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Je vous laisserai donc aller consulter la fiche, la page du cabinet ACT, mais en effet, là, on voit qu'il y a des communications qui sont faites
à destination des clients, mais aussi sur toutes les actions qui sont mises en place pour les collaborateurs. Donc la double cible, les clients du cabinet et les collaborateurs et futurs collaborateurs. Il y a de très bonnes pratiques, donc je ne sais pas s'il y a des personnes du cabinet ACD qui nous suivent aujourd'hui, mais en tout cas, bravo à vous et continuez parce qu'en effet, comme le disait Frédéric, et c'est certainement aussi grâce à l'aide du label Copilote, il y a là, on voit que vraiment c'est un cabinet qui a pris une longueur d'avance, en tout cas sur le sujet RSE. Je m'arrête là. Super, merci beaucoup Laura, c'était hyper clair. On va voir maintenant justement au niveau du label aussi ce qui a été fait, et Frédéric va nous parler un petit peu coup, cette fois plus de communication sans forcément de RSE, mais ce qui a été mis en place au sein du label Copilote. Oui, en effet. Alors, effectivement, Laura, les cabinets très, très engagés comme ACD, mais aussi des cabinets qui débutent parfois sur les réseaux, avec les conseils que vous venez de nous livrer, on va leur proposer de se benchmarker pour progresser, et aussi de progresser des trucs et astuces des meilleurs. Donc, on a créé pour ça les trophées de l'influence digitale des experts comptables, parce qu'on pense que notre métier d'expert comptable, il faut le défendre sur les réseaux, être présents tous ensemble, et que, un petit peu comme le colibri, si chacun fait sa part, on aura sûrement une faculté à vraiment avoir un impact global très fort pour notre profession. Donc, au-delà de ça, de manière très concrète, ça va vous aider aussi bien si vous êtes expert comptable, collaborateur, dirigeant du cabinet, partenaire de la profession. Voilà, on a 4 catégories qui sont disponibles, et on vous invite à vous inscrire gratuitement à ces trophées de l'influence digitale et à mesurer tous les mois vos performances. Et c'est une action qui est réalisée en plus en partenariat avec Le Veuve d'Alloz et Arthurine. Donc, c'est vraiment une action qui nous réunit tous et qu'il ne faut pas manquer. Exactement. Merci pour la présentation. Merci à tous les deux. On va juste vous faire une petite présentation, un petit résumé, pardon. Si vous voulez en savoir plus sur les différents sujets qui ont été abordés, il y a un sondage là qui est lancé. Vous allez pouvoir répondre, mais en gros, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement ce que Frédéric vient de nous présenter, les trophées de l'influence digitale, n'hésitez pas soit à répondre dans le sondage, soit dans le support que vous allez télécharger. Vous pourrez cliquer sur les liens. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'offre ESG by Le Veuve d'Alloz, avec donc ce triptyque édition, formation et logiciel, n'hésitez pas à cliquer également ou à aller voir sur le site lefebvredalloz.fr. Et puis, au niveau de BSM, si vous voulez une présentation du produit, ou si vous voulez faire un petit état des lieux de votre communication digitale, voir un petit peu où vous en êtes, ce qui a été mis en place, vous pouvez également cliquer sur le lien pour réserver un audit de présence digitale avec un expert de la communication pour faire un état des lieux. Évidemment, tout ça est gratuit et fait partie du webinaire du jour. Je tenais à vous remercier tous les deux de votre participation. On a un petit peu débordé, mais pas tant que ça, donc c'est pas si mal. Mais le sujet était hyper intéressant. Je vais arrêter le sondage. Hop. On avait quelques questions, je crois, avant de vous libérer. On avait une question d'Emmanuel, je crois, tout à l'heure sur la notion de juger partie par rapport, j'imagine, aux missions de proposition d'accompagnement de CSRD et évidemment à l'audit du rapport. Évidemment, vous ne pouvez pas faire les deux au sein du cabinet, mais même au niveau des équipes. Mais il y a pas mal de cabinets qui vont avoir une entité qui va s'occuper plutôt d'auditer et une entité qui va plutôt s'occuper d'accompagner. Vous avez aussi, si vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, de toute façon déjà 2 entités juridiques bien distinctes, et du coup ça peut être soit un choix de se dire moi je m'oriente plutôt vers le conseil, ou je m'oriente plutôt vers les missions d'audit, ou alors le faire, mais en hésitant évidemment totalement ISO sur les deux périmètres. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. De toute façon, vous avez le support.
On fera évidemment d'autres webinaires sur les sujets soit de communication, soit de RSE, ESG. Et puis, on aura certainement l'occasion de faire d'autres webinaires, soit avec Frédéric, soit avec Laura. Donc, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux ou via Webikeo ou via les sites internet des différentes entités. Je vous remercie encore une fois tous les deux, Frédéric et Laura, pour la qualité des échanges aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Et puis, à nos auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire ou sur un événement salon ou autre. À très bientôt. Un grand merci. Merci Sylvain. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.